Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. La semaine dernière, je vous disais que j'étais passée par Paris et évidemment qui dit passage à Paris dit passage chez Book Off, je ne peux pas m'en empêcher. Mais je ne vous ai pas du tout montré ce que j'avais ramené. Le fait est que je n'ai pas tout ramené de Paris, j'en ai laissé une bonne partie, au moins la moitié facile, chez ma copine Cécile, chez qui j'ai passé la nuit là-bas. Mais j'ai quand même rapporté des choses, donc je vous montre ça. J'avais mis un sachet plastique parce que je me suis faite saucer, j'ai pris la pluie et que je voulais pas abîmer mes bouquins. Alors, le premier roman que je vous présente, que j'ai acheté, il s'agit de Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Jullian. Ce roman, on me l'a pas mal recommandé, notamment ma petite sœur Blandine, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont dit beaucoup de bien. Donc voilà, chaque fois que je passais chez Book Off, je guettais et ça y est, il y était. Donc je vous lis ça. Tout commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses 2 ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse, tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fière et où tu ne manqueras jamais d'amour. Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour, tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter de jour à la vie. Ça me donne déjà des frissons rien que de lire ça. Je sais que ce roman est ultra touchant, qu'il est bouleversant, qui fait couler, qui fait couler des larmes. Je vous en dirai évidemment des nouvelles quand je l'aurai lu. C'est un roman assez court, donc je pense qu'il peut se lire assez rapidement. J'espère pouvoir lui faire une place prochainement dans mon planning, dans mes plannings. Hop là. Ensuite, ce roman. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr. Ce roman, ce qui est drôle, c'est que je venais de l'acheter pour l'offrir à Louise, puisque c'était un roman qui figurait dans sa wishlist, et donc je lui ai offert ce roman pour son anniversaire. Et je passe chez Book Off et je vois quoi? Il y était. Bah je me suis dit, trop cool, je le prends, j'ai même pas pris la peine de lire la 4e de couverture parce que je me suis juste dit si Louise l'a foutu dans sa wishlist, c'est pas par hasard et ça nous permettra de faire une lecture commune. Donc voilà. Je vais donc découvrir de quoi ça parle en même temps que vous. En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de Rimbaud nègre, depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux Tissi Eliman, ou bien T.C. Eliman, hein, je le prononce à l'anglaise, mais où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme, décidément, ou la Shoah. Du Sénégal à la France, en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains. Tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à 2 femmes, la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda. D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre l'Afrique et l'Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. Voilà, bon désolée, j'ai un peu bafouillé, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, tout va bien. Voilà, donc je me ferai une joie de découvrir ce roman en lecture commune avec Louise. Il faut que je la capte pour lui demander quand est-ce qu'on peut se la programmer. Ensuite,
Un roman de chez l'Iconoclaste. Il ne doit plus jamais rien m'arriver, de Mathieu Persan. J'adore cette maison d'édition, je trouve leur charte graphique absolument divine. Ça a commencé dans son bas-ventre. Une multiplication de cellules qui semblait anarchique. De mitose en mitose, une forme s'est dessinée. Une protubérance, puis des excroissances sont apparues et un battement rapide s'est fait entendre. C'était il y a bien longtemps, et cet amas de cellules, c'était moi. Flottant dans l'utérus de maman, au chaud, grandissant en paix, protégé du monde par le liquide amniotique. Il ne doit plus jamais rien m'arriver. C'est ce qu'elle a dit quand elle est devenue mère. Dès lors, sa vie n'a plus été qu'une course de sauts d'obstacles visant, de contorsion en feinte, à éviter tout événement inopiné. Jusqu'à l'arrivée d'un invité surprise. Ça a commencé au même endroit, presque de la même façon, 37 ans plus tard. Trop cool. Faut que je me le glisse rapidement. Ça m'énerve parce que en fait, j'ai énormément d'envie. À chaque fois que je reviens de chez Book Off, il y a plein de bouquins que j'ai envie de placer dans mes plannings assez rapidement parce qu'ils me font super envie. Sauf que mes plannings de lecture service presse sont très chargés, très remplis et que ça ne laisse que très peu de place à mes lectures personnelles, voire pas. Là depuis le mois de septembre, je commence à grandement restreindre les services presse pour avoir le temps de faire diminuer ma palle parce que c'est une catastrophe. Donc bon, je ne sais pas. J'espère prochainement. Ah, ensuite, Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. J'avais déjà lu La Tresse de cette autrice. Et donc là, c'est a priori une suite à La Tresse. Alors, je sais pas vraiment si c'est une suite. Mais je crois que oui, hein. Parce que Laetitia Colombani reprend le fil de La Tresse dans un récit initiatique, puissant et généreux. En tout cas, il y a un lien. Je regarde s'il y a s'il y a notion. Est-ce qu'elle me parle? Je ne sais pas. Alors, le truc c'est que je me souviens plus des personnages de La Tresse. Je l'ai lu il y a très longtemps, donc... Bref, brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et son poste d'enseignante pour partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une petite fille qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide. Comment la remercier? Âgée de 10 ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur chef, la tumultueuse Priti, Léna se lance dans un incroyable projet, fonder une école pour tous les enfants du quartier qui en sont privés. Au cœur d'une Inde tourmentée, commence une aventure où se mêlent l'espoir et les désillusions, la volonté face aux traditions et le rêve de changer la vie par l'éducation. Trop cool. Trop cool. J'avais adoré La Tresse. J'avais trouvé que c'était divinement écrit, que c'était hyper émouvant, que c'était brillant. Donc j'ai forcément hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Je suis allée rechercher La Tresse pour pouvoir lire la 4e de couverture, mais je ne suis pas sûre que ce soit une suite. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Ensuite, Le temps de l'indulgence. Un roman Faubourg Marigny. Je l'ai pris justement parce que c'est un Faubourg Marigny, parce que j'en avais entendu du bien, et voilà. Je suis complètement fan de la maison d'édition Faubourg Marigny, fan de leur charte graphique, et j'ai jusqu'à maintenant pas été déçue de leur roman, donc voilà. Par contre, il y a... je cherche une 4e de couve qui dit quelque chose, mais là c'est que des... Je ne sais pas de quoi ça parle. Ah,
C'est écrit là. Parce que derrière, ce ne sont que des retours presse ou je ne sais quoi. Mais il n'y a absolument pas de synopsis. Alors, ça doit être ça. À la mort de sa mère, Shalini, une jeune trentenaire privilégiée de Bangalore, décide de se rendre dans un village reculé de l'Himalaya, dans la province troublée du Cachemire. Elle est certaine que le décès de sa mère est lié à la disparition de Bachir Ahmed, un vendeur ambulant qui venait régulièrement leur rendre visite et qu'elle n'a pas revu depuis une décennie. Shalini est déterminée à le retrouver, mais va être confrontée aux tensions politiques très fortes dans la région, ainsi qu'à l'histoire douloureuse de la famille qui l'accueille. Et lorsque la violence éclate, elle va devoir faire des choix qui pourront avoir de fortes répercussions sur le peuple qu'elle a commencé à aimer. Trop cool! Trop cool, et ben voilà, ça va me faire voyager et je ne demande que ça. Et enfin, le dernier que j'ai récupéré, que j'ai emmené avec moi, c'est Le loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck. Il est sorti il n'y a pas longtemps celui-là, je sais plus quand. Je regarde la date. 2019. Oh, bon, je pensais plus récent. Alors, mai 1789, un vent de révolte souffle sur Paris. Gabriel Joly, jeune provincial ambitieux, monte à la capitale où il rêve de devenir le plus grand journaliste de son temps. Un enquêteur déterminé à faire la lumière sur les mystères de cette période tourmentée. Son premier défi, démasquer le loup des Cordeliers, cet étrange justicier qui tient un loup en laisse et la nuit commet de sanglants assassinats pour protéger des femmes dans la rue de Paris. Dans les rues de Paris. Les investigations de Gabriel Joly le conduisent alors sur la route des grands acteurs de la Révolution qui commence. Danton, Desmoulins, Mirabeau, Robespierre, personnages dont on découvre l'ambition, le caractère, les plans secrets. Alors que, le 14 juillet, un homme s'échappe discrètement de la Bastille, Gabriel Joly va-t-il découvrir l'identité véritable du loup des Cordeliers et mettre à jour l'un des plus grands complots de la Révolution française. Et ben voilà, trop cool. J'en avais pas mal, je l'ai pas mal vu sur les réseaux sociaux. Je suis curieuse de pouvoir découvrir ce roman-là. Un polar historique, pourquoi pas, hein. Je ne demande qu'à découvrir. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve assez brièvement, mais je reviens du travail. Je suis passée par la boîte aux lettres et il y avait des choses, donc je viens les ouvrir rapidement avec vous. Et après, je filme couchée. Je suis pas ultra en forme depuis le début de la semaine. Je suis un peu malade, un peu complètement KO, patraque. Donc je vais aller dormir. Mais j'ouvre ça. Alors. C'est un roman qui nous vient des éditions Charleston, Quand la vie s'en mêle, de Lucie Castel. C'est le tome 2 qui concerne Valentine. Je sais pas, est-ce que je vous lis? Parce que vu que c'est un tome 2, je suis toujours un peu frileuse à lire les quatrièmes de couverture. Bon allez. Valentine a toujours admiré le château des Deux Sources. Son allure gothique, ses hautes tours et sa véranda en fer forgé. Aussi, quand l'opportunité d'y travailler se présente, elle n'hésite pas à revenir à Luzerne, le village de son enfance. C'est Louis de Lacombe, propriétaire octogénaire des lieux, qui l'embauche pour préparer l'ouverture du château au public et ainsi éponger les dettes accumulées par sa famille. Entre supervision des travaux de rénovation et organisation du circuit touristique, Valentine se lance corps et âme dans ce projet colossal. Mais l'arrivée de Gabriel de Lacombe, petit-fils du patriarche, risque de mettre en péril le bon déroulement des événements. Hautain et désagréable, ce dernier préférerait vendre le domaine et couper définitivement les ponts avec sa famille. Alors que d'anciennes rivalités refont surface et que les problèmes se multiplient au château,
Valentine et Gabriel vont être obligés de travailler ensemble et il faudra un miracle de Noël pour qu'ils parviennent à s'entendre. Je pense ne pas me tromper en disant que Valentine et Gabriel vont finir par tomber amoureux. Comme dans tout bon téléfilm de Noël, on sent le truc voilà, venir dès le début. Super. The first. Ensuite, deuxième paquet. Ah oui, je suis trop contente. Hop là. Le roman graphique de Fanny Leb, fait avec Cyrielle Pisapia. Ça s'appelle Face au vent. Celles qui ont vécu cette maladie se souviendront toujours du moment où elles l'ont su. Un souvenir limpide, teinté d'effroi, de ce qu'elle faisait la veille, de ce qu'elle ferait le lendemain. Le jour où elle apprend qu'elle a un cancer du sein est un électrochoc pour Fanny Leb. Avec courage et détermination, elle décide de se battre et d'en faire une force. Cette BD, ce sont ses batailles, sa guerre entourée de ses proches, mais aussi sa reconstruction. Comment se relever quand le combat est terminé? Comment reprendre une vie normale et vivre avec cette étiquette de malade en rémission? Cette BD est surtout face au vent. Cette BD est surtout face au vent et aux embûches, une ode à la vie, à ce qu'elle a de plus précieux, partager avec les siens, croire, positiver, avancer, rire sans peur. Trop chouette. Il me tardait de le recevoir parce que déjà j'ai suivi un peu de loin effectivement ce qui est arrivé à Fanny Leb. Voilà, parce que je l'ai vu dans plusieurs émissions. Et puis c'est un roman graphique signé Le Duc, que voilà, je suis complètement fan de leurs ouvrages que je trouve toujours ultra bien faits. Et je suis à peu près sûre que ça va être à la fois touchant, une belle leçon de vie, que ça sera malgré tout rempli d'espoir et d'optimisme. Et voilà. Et je suis bien contente de pouvoir découvrir cet ouvrage. Je vous montre un peu des planches au pif pour que vous voyez un peu les graphismes. Je les trouve plutôt sympas. Très bien fait. Ouais, ça va me plaire. Trop bien. Merci. Le dernier, ça nous vient de chez Fleuve. Alors, je crois deviner, parce que je ne reçois jamais rien de chez Fleuve, sauf les romans de Karen Ponte. Cool. Merci Karen. C'est marrant, hein, je reçois jamais rien de chez Fleuve et puis en fait tous les romans de Karen Ponte je les reçois. Je regarde s'il est dédicacé, sait-on jamais. Je sais pas si elle les a. Non, il n'est pas dédicacé. Alors, Noël en péril à Santal et de Sapin. Ah bah dis donc, retour à Santal et de Sapin. Retour à Santal et de Sapin, les deux premières comédies. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si elle en avait fait d'autres avant ça, mais elle a déjà fait deux comédies qui se passent là-bas à Santal et de Sapin. Et donc on retourne là-bas. Et ben trop cool. Alors, c'est la panique à Santal et de Sapin. La fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés. De Noël. Oh, blague. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Santal et de Sapin qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. Go Santal et de Sapin, la malbouffe en tube ne passera pas. Et bah c'est cool, bah je suis contente. J'aime bien les petites boules là, elles sont en espèce de relief pailleté. J'aime bien.
Trop cool, merci beaucoup aux éditions Fleuve et à Karen Ponte pour l'envoi de ce roman. Il sort quand? Il sort le 5 octobre. Je risque de ne pas avoir le temps de le lire d'ici la sortie parce que mon planning d'octobre est déjà booké en entier. Donc bon, si j'arrive à... Ils se lisent toujours très vite ces romans-là. Surtout qu'il fait quoi, 200 pages? Ouais, il fait 215 pages à peu près, 210. Donc il peut se lire très rapidement. Si j'arrive à lui faire une petite place dans mon planning d'octobre, et ben voilà. Sinon ce sera début novembre. Et en même temps, j'ai hâte de me plonger dans les romans de Noël, j'ai déjà hâte. On n'est même pas encore en octobre que j'ai déjà hâte des romans de Noël. Voilà, voilà, ça promet. Bon allez, sur ce, je vous abandonne et je vais me coucher parce que je suis KO technique. Et encore, j'ai une meilleure tête qu'hier. Heureusement que je ne vous ai pas pris hier. Bon, j'en aurais été incapable de toute façon. Sur ce, on arrête le blabla pour rien et on se retrouve un peu plus tard. Bonjour, je vous retrouve brièvement pour clôturer ce vlog. Alors j'ai bien conscience que c'est un vlog assez court, que c'est un vlog en termes de contenu qui est pas très fourni, c'est assez léger. Le fait est que j'ai été souffrante pendant plus d'une semaine, que donc la semaine qui s'est écoulée là a été un peu compliquée pour moi. Je rentrais du travail, j'allais me coucher directement, je dormais jusqu'au lendemain matin. J'ai été clouée au lit pendant plusieurs jours aussi, donc voilà, ça explique le fait que le vlog ne soit pas sorti dimanche et sorte tardivement et donc mercredi. Je m'en excuse, mais bon, voilà, la santé passe avant tout. J'ai quand même tenu à sortir un vlog malgré tout et voilà, j'ai préféré ne pas attendre dimanche, donc je vous sors un vlog assez, voilà, assez léger en termes de contenu puisque je ne parle même pas de livres lus, malgré le fait qu'il y en a plusieurs qui attendent dans la pile qui est juste à côté de moi, mais c'est pas très grave, ça attendra dimanche parce qu'il y aura quand même bel et bien un vlog dimanche. Là je vais juste ouvrir les 2-3 bricoles qui étaient dans ma boîte aux lettres hier et puis après je vous abandonne et je vous retrouverai dans le vlog de dimanche avec plus de contenu. Donc le premier paquet de ma boîte aux lettres nous vient des éditions Bragelonne. Alors c'est un roman Hauteville en réalité. Je ne vais pas vous lire le titre parce que mon anglais va être absolument déplorable et ça sera... Voilà, je ne vais pas tendre le bâton pour me faire battre. Mais c'est un roman de M.L. Rio. Phénomène TikTok. Bon. Ah bon. Alors, ce qu'il y a avec Shakespeare, c'est qu'il est si éloquent qu'il exprime l'inexprimable. Il transforme la douleur, le triomphe, le bonheur et la rage en mots pour que nous puissions les comprendre. Il rend le mystère de l'humanité intelligible. On peut justifier n'importe quoi si on le fait avec assez de poésie. Olivier Marx termine de purger sa peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis, qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il est accueilli par l'inspecteur Colborne, l'homme qui l'a fait condamner. Ce dernier prend sa retraite, mais avant cela, il veut savoir ce qui s'est réellement passé il y a 10 ans. Au sein d'un groupe de 7 jeunes acteurs étudiant l'œuvre de Shakespeare dans un conservatoire très réputé, Olivier et ses amis jouent les mêmes rôles sur scène que dans la vie. Le héros, le méchant, le tyran, la tentatrice, l'ingénu. Mais lorsque la distribution change et que les rôles s'inversent, tout tourne au drame et l'un d'entre eux est retrouvé mort. Les survivants sont alors confrontés à leur plus grand défi d'acteurs, convaincre la police et surtout eux-mêmes de leur innocence. Apparemment, un phénomène TikTok qui est enfin traduit en France et bientôt adapté sur Netflix également. Je suis très intriguée par ce roman, la 4e de couverture me parle et me plaît beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de le lire, il est prévu dans mon planning d'octobre, donc il est pour très bientôt. Ensuite, c'est un roman qui nous vient des éditions MVO Éditions, qui m'ont proposé de découvrir leurs ouvrages. J'ai donc accepté et ils m'ont envoyé celui-ci. Je te promets, Anne-France Roux. Alors, rien ne pouvait venir bouleverser le quotidien paisible de Justine, jeune libraire lyonnaise plutôt timide, qui, à la veille de ses 40 ans, a tout pour être heureuse. Enfin, presque tout.
Après avoir croisé la route du séduisant Thomas, elle se rend compte que sa vie repose sur un édifice, sur un édifice bien fragile. Il lui faudra atteindre le point de non-retour entre déception et mensonge pour comprendre que le bonheur n'est pas toujours là où on le cherche. Parfois, il convient de guérir ses vieilles blessures plutôt que de confier à un autre le soin de nous rendre heureuses. Voilà, je pense qu'il va se lire rapidement parce qu'il est assez court et que c'est pas écrit petit. Il fait 237 pages. Je vais le glisser dans mon planning d'octobre même s'il n'était absolument pas prévu. Je vais pouvoir lui faire une place assez facilement, donc je vous en dirai des nouvelles très bientôt également. Ensuite, alors HarperCollins. Ah oui. Alors, c'est un roman qui nous vient des éditions HarperCollins, mais que j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc, il s'agit de Rien ne dure vraiment longtemps, un roman de Mathieu Syll. Syll, ça se dit Syll, je sais pas. Qui fait partie des sélections pour le prix HarperCollins Poche 2024. C'est un roman court, puisqu'il fait environ 150 pages, c'est ça, 150 pages, donc pareil, il va se lire très vite. Je n'avais pas particulièrement prévu non plus de le glisser dans mon planning d'octobre, mais 150 pages, honnêtement, il va se lire rapidement, donc sur une journée, je peux facilement faire ces deux-là. Donc je me le glisse aussi. Je vous lis la 4e de couverture. Son phrasé est celui d'un garçon pressé. Les images qu'il convoque, autant de coups de feu dans l'âme. L'itinéraire de Mathieu Syll dit « Charles ne souffre aucun temps mort ». Sa naissance sous X, son parcours de gosse aux 1000 questions, puis ses premiers joints dans le 19e arrondissement de Paris, son blaze choisi pour la vie, ses déambulations sous crack, il les raconte. Et un beau jour, il a sombré. Mais Mathieu a fini par supplanter Charles. Sa rédemption après l'addiction, son sevrage, il les raconte aussi. Rien ne dure vraiment longtemps, c'est un constat et c'est un vœu, un hymne à ceux qu'on croise sans les regarder, une trace écrite de toute la violence du monde, c'est le récit lumineux d'un garçon sensible qui avait toutes les cartes pour mourir et a choisi de vivre. Donc Mathieu Syll se raconte dans ce roman, raconte a priori sa descente aux enfers, mais aussi sa renaissance en quelque sorte, et je pense que ça peut être très chouette. Voilà, j'étais curieuse et voilà, j'en avais beaucoup entendu parler, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux plusieurs fois, ça m'a intriguée. Il était dans la masse critique Babelio et j'ai pas résisté, j'ai postulé et j'ai eu le plaisir d'être sélectionnée, donc voilà, je suis ravie, je vais le glisser dans mon planning d'octobre. Ça va faire beaucoup de lecture en octobre, je ne sais pas comment je vais faire, il me faudrait des journées à rallonge, mais bon. Et donc ici, le dernier roman nous vient des éditions L'Archipel. Oh, il me tente trop. Le nouveau roman de Christophe Ferret, La disparue de Belle-Île. Il sort le 12 octobre en librairie. 360 pages. Trop cool, trop cool, trop cool. Oh là là, mais ouais, je l'ai pas prévu dans mon planning d'octobre non plus. Mais je pense que je vais devoir attendre début novembre. Parce que là, mon planning d'octobre ne supportera pas un ouvrage supplémentaire. Où est passée Chloé? Plus aucune trace de cette jeune ostéopathe depuis une soirée qui s'est terminée dans les cris. Plus étonnant encore, sa voiture est tout aussi introuvable alors qu'elle n'est jamais repartie par le bac qui relie l'île au continent. Un mystère comme les aime Léa, une journaliste qui ne tarde pas à comprendre que sa présence dérange. Un suspense plein de fausses pistes et de rebondissements inspiré d'un fait divers jamais résolu, la mystérieuse disparition de la pharmacienne de Belle-Île. Bon, et ben vivement, hein. Trop hâte. Que de jolies réceptions, je suis gâtée. Je vais donc vous laisser là maintenant et je vous retrouve dans le vlog de dimanche. Passez une bonne fin de semaine et à très vite.